La notion de coupure en analyse est importante quand elle est bien comprise, parce qu'il y a la théorie, et la théorie n'a pas pour destin de produire des copier-coller d'un protocole qui serait censé fonctionner. Autrement dit, la coupure n'est pas une recette, et il n'y a pas non plus de recette de la coupure. Il y a très longtemps, j'ai lu un article sur le sujet. Je suis désolé de ne pouvoir citer le nom de l'auteur, et j'ose espérer qu'il me pardonnera cet emprunt à partir du moment où celui-ci permettrait d'éclairer de jeunes analystes sur l'utilité de la chose. La coupure est en effet un outil formidable à condition d'y avoir recours à bon escient, c'est-à-dire rarement et au moment juste. Autant dire que le sens de la répartie, une certaine qualité d'écoute et une dose de culture sont convoqués pour utiliser la coupure. Dans cet article, le psychanalyste évoquait le cas d'une patiente hystérique qui trouvait toujours une excuse, un prétexte, une bonne raison pour ne pas s'allonger sur le divan. Aujourd'hui, j'ai pas envie, c'est encore trop tôt, ce matin j'ai mal au rein, à quoi ça sert, autant rester en face à face, c'est très bien comme ça, etc. etc. L'analyste faisait montre de patience, et un jour, cette analysante lui dit que son père a été hospitalisé, et elle développe le sujet. Vous savez, mon père a un chat qu'il adore. Alors bien sûr, je vais chaque jour le nourrir à la maison, le câliner un peu, lui tenir compagnie, mais je sais qu'il manque énormément à mon père. Alors même si je sais qu'il est strictement interdit de faire entrer un animal dans une chambre d'hôpital, eh bien j'ai caché le chat sous mon manteau. Je suis allé voir mon père, je suis entré dans sa chambre, j'ai ouvert mon manteau, et là, quand il a vu le chat, il a souri. Et là, comme une flèche, l'analyste ponctue le chat et la souris, faisant se confondre la sonorité de et de il. La patiente se fige alors, elle semble tenter de percer l'énigme de cette sonorité étrange, et au bout d'un moment, elle finit par sourire. Lors de la séance suivante, elle ira s'allonger sur le divan sans que l'analyste ait besoin de le lui demander, et donc sans plus jouer avec lui, au chat et à la souris. Eh bien, voyez-vous, ce cas clinique illustre parfaitement ce en quoi juste quelques mots suffisent parfois à allumer une lampe torche en plein visage de l'analysant, en utilisant une technique de billard qui consiste à envoyer la boule frapper la bande avant qu'elle aille frapper la boule que l'on souhaite véritablement atteindre. Eh bien, ce travail par la bande, il arrive à tous les analystes d'y avoir recours. Il m'arrive aussi d'y avoir recours lorsque les mots en question semblent couler de source et s'imposer à moi. Je pense notamment à cette patiente d'une trentaine d'années qui bouchait littéralement son analyse avec une logorrhée insupportable qui donnait juste envie d'appuyer chez elle sur un bouton on-off impossible à trouver. Elisabeth, je l'appellerai ainsi. Tiens, Elisabeth avait une expression dont elle raffolait pour se flageller gentiment lorsqu'elle évoquait une énième répétition de ses comportements avec le sexe opposé. Elle disait décidément, je suis une vraie cruche. Et il est vrai qu'elle se faisait avoir, la pauvre Elisabeth, par des hommes peu scrupuleux, consciente
de la chose, elle ne pouvait pourtant s'empêcher de s'empêtrer dans les mêmes raies et de tomber dans les mêmes pièges. Et pendant des mois et des mois, elle m'a rapporté ces échecs, ces répétitions, ces désillusions, ces espoirs déçus, concluant toujours ces récits par l'inévitable chute. Vous devez vous dire que je suis vraiment cruche, hein, jusqu'au jour où, comme ça, je sautais à pieds joints et lui renvoyais étant va la cruche à l'eau. Elisabeth s'est tordu le cou pour me regarder derrière elle. Elle est restée ainsi pendant quelques secondes avant de conclure qu'à la fin elle se brise, hein, c'est ça. Il y a eu alors un long silence, tellement long qu'il nous a emmenés jusqu'à la fin de la séance. Et la coupure a produit ses effets, puisque ce fut Elisabeth cette fois qui mit fin aux 2 relations nouées par elle dans les mois qui suivirent. La répétition avait cessé, l'analysante ayant mis un terme à son statut d'objet auprès des hommes. De la même façon, je pense à cette patiente dont le couple ne cessait de vivre une alternance de séparations orageuses et de reprises. Je ne comptais plus le nombre de ces séparations qu'elle prenait manifestement plaisir à raconter au cours de ces séances, pour se prouver peut-être combien son couple était solide, puisqu'il se reformait chaque fois. Le tout sans que soit élaborée la responsabilité de chacun dans ces conflits, ni la façon dont le couple pourrait mettre fin à la répétition. Un jour, après m'avoir raconté les détails d'une nouvelle altercation particulièrement violente, elle m'annonce que son conjoint et elle partent une semaine en vacances à La Réunion. Et je m'entends alors lancer La Réunion, la nouvelle. Un travail efficace put alors commencer dès la séance suivante. Vous aurez noté que les coupures, telles que je les conçois, ne relèvent absolument pas d'une quelconque préparation. Il ne s'agit pas de stratégie, mais de réaction presque réflexe, tendant une fois de plus à faire soupçonner une forme de lien ténu d'une nature inconnue entre l'analyste et l'analysant, à partir du moment où le premier se trouve dans ce fameux état d'attention flottante.